Rapidement, suivre l'irrigation lui fut d'un grand secours pour s'assurer qu'il allait dans la bonne direction. Nemo s'attendait à la trouver dégradée, abîmée, prête à être remplacée à divers endroits. Il n'en fut rien. « Koda, c'est un boulot de titan que tu nous as fait là », murmura-t-il pour lui-même. En effet, en dégageant un peu la couche de neige déjà bien épaisse, il constata que la canalisation était intacte. Une toile épaisse avait été tendue au-dessus, avec les moyens du bord pour la protéger. Il savait qu'il approchait, mais ne voyait rien d'autre qu'un imposant mur blanc et opaque. Habitué aux bulbes qui, comme l'arbre, ne semblaient apparaître qu'à ceux qui en étaient très proches, il ne s'en inquiéta pas. Pourtant, quand il arriva dans une zone qui lui semblait être toute proche, il ne le savait pas, il le sentait, le bulbe restait invisible. À la place, un mur blanc, immaculé, qui bloquait sa vue, la limitait à quelques mètres. Nemo eut un petit moment de panique. Et si le bulbe avait été déraciné, arraché, vaporisé par la tempête? Et ce mur blanc, si épais qu'il semblait réel, si dense qu'il semblait solide, luisant, comme s'il était fait de glace. Il sursauta en posant sa main dessus. C'était bien de la glace. Une épaisseur impressionnante. En levant les yeux, il vit que le mur s'élevait haut dans le ciel, s'évasant en une sorte de grosse tour médiévale finement ciselée. Nemo longea le mur, compta d'autres tours, au moins 4 dans les angles, et bien plus, semblait-il, au milieu de la structure. Aériennes, elles étaient reliées entre elles par des passerelles de glace. Le plus incroyable château qu'il eût jamais vu s'élevait sous ses yeux. Et à l'évidence, le bulbe était quelque part, bien à l'abri, à l'intérieur. Nemo trouva une grande ouverture en forme d'arche et pénétra dans une cour intérieure d'un blanc lisse et éblouissant. Ces traces de pas furent les premiers éléments à en perturber la pureté. Il allait franchir une autre porte pour pénétrer dans le château quand une silhouette vint à lui. Après un mouvement de recul, il reconnut la démarche désarticulée, hagarde, un figure-Jean. C'était peut-être dû au blanc immaculé qu'il venait de traverser, mais Nemo lui trouva le teint un peu moins gris qu'à l'accoutumée, les gestes un peu plus aériens, les épaules un peu plus légères. C'était une jeune femme, à l'abondante chevelure blonde et bouclée, habillée d'une robe simple et stricte, noire, rehaussée de touches de cuivre et de bleu. Elle s'approcha d'un pas léger et saisit les 2 poignets de Nemo. Profitant de sa surprise, elle l'entraîna dans une sorte de danse aérienne au milieu de la neige qui tombait doucement et sans bruit dans l'immense cour intérieure. Elle planta ses yeux dans les siens, des yeux de figure-Jean qui semblaient ailleurs. Là encore, Nemo lui trouva un tout petit peu plus de présence que ce dont il avait l'habitude. Il se laissa entraîner. Ils valsèrent ainsi au rythme d'un orchestre silencieux et invisible, puis, quand elle fut satisfaite, elle posa ses lèvres sur la joue de Nemo avec une infinie douceur avant de lui dire à l'oreille « Pourquoi attendre l'éclaircie quand on peut danser sous la pluie ?» Elle s'éloigna en dansant seule, disparaissant comme elle était apparue. Un peu décontenancé, Nemo entra. Le hall du château était surmonté d'escaliers de part et d'autre. Du bruit semblait venir du rez-de-chaussée. Nemo le suivit et poussa la plus lourde porte. Elle était à droite du hall et assez large pour en laisser passer 6 comme lui de front. La salle suivante était démesurée, en long, en large et en hauteur. Des dizaines de figure-Jean y dansaient, incroyablement coordonnés, au rythme d'une musique inaudible. Et bien plus étonnant, ils riaient. Au fond de la pièce, protégé par une estrade de glace ciselée, Nemo trouva enfin ce qu'il cherchait, le bulbe. Sauf qu'il n'était plus du tout le même que dans ses souvenirs. Son volume avait doublé, peut-être triplé. Il était d'un vert profond, palpitant comme un cœur. À son sommet, il s'évasait, vibrait, expulsait de grands panaches de fumée rose qui teintaient l'atmosphère d'une douce lueur chaude. Nemo s'en approcha ébahi. « Alors, ça en jette, non ?» Il se retourna pour découvrir Koda. Un Koda épuisé, cerné, trempé, les cheveux en bataille, les vêtements en lambeaux, le dos voûté, la peau brûlée, couverte d'échymoses et les lèvres gercées. Un Koda hilar. « Comment t'as fait ça ?»« Ça quoi ?» répondit-il, l'air faussement modeste. « Fabriquer le palais des glaces le plus incroyable de tous les temps ? Faire venir les figure-Jean à la rescousse pour protéger l'ensemble de nos travaux ? Ou faire repartir le cœur du réacteur en lui dirigeant les éclairs en pleine poire ?
C'est de ça dont tu parles, les trois à la fois ?» Nemo le serra dans ses bras. « Tu es incroyable, incroyable, » murmura-t-il, la voix tremblante de soulagement. « Eh, doucement, vieux, j'ai pas fait ça tout seul. »« Les figure-gens, comment tu as fait pour les amener ici aussi vite ?»« Ah oui, ça. C'était l'idée de Pinceau. Une fichue bonne idée, si tu veux mon avis. »« L'idée de qui ?» Avec un sourire mystérieux, Koda tendit la main. Une pince finement ouvragée vint s'y poser toute seule, son œil métallique observant Nemo avec curiosité. « Pinceau, je te présente Nemo. Nemo, dis bonjour à Pince-Haut. Tu ne m'en voudras pas, je me suis permis de la nommer moi-même. » Puis, avec l'air d'un prestidigitateur en plein spectacle, il fit quelques moulinets avec sa pince baguette magique. Aussitôt, un peu de la glace qui constituait le mur se mit à fondre, à s'écouler, puis à remonter sous forme liquide et à se stabiliser sous la forme d'un improbable toboggan qui s'éleva, grossit et s'éleva encore. « Quand j'ai vu ce qui tombait, j'ai vite compris que je m'en sortirais pas seul, » expliquait-il. « On en a parlé avec Pince-Haut et on a décidé de jouer à Rive très vite avec les figure-gens. T'aurais dû voir ça, ils ont atterri ici par grappe avec des bâches, de la corde, tout le tintouin. Après on s'est débrouillé, » conclut-il avec un nouveau haussement d'épaule faussement modeste. « Et le château, la glace, depuis quand tu... » « Nemo, mon vieux. Je sais bien que des bras je sais tout dit sans arrêt que le talent suffit, mais moi tu me connais, je travaille pour apprendre de nouveaux tours. » Ils se regardèrent en silence quelques instants, se sourirent, puis éclatèrent de rire. « Les enfants, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti !» Abra leva les bras bien haut. De petites étincelles se mirent à briller au sol, un peu partout, se multipliant comme un feu qui se répand. Les minuscules lumières s'élevaient ensuite paresseusement pour former comme un immense nuage incandescent. Mais Koda leva à son tour les mains, Pince-Haut bien serré dans la droite, et entama des gestes de chef d'orchestre. Un nuage de bruine, formé de milliards de particules plus ou moins invisibles à l'œil nu, s'éleva du sol. À son contact, les étincelles se mirent à crépiter, comme animées d'une vie propre, nourrie. Des bras rejoignirent le mouvement, levant bien haut tranche-flamme des deux mains, et d'un seul geste circulaire d'une incroyable fluidité, elle propulsa un vent chaud et immuable, qui dispersa les étincelles crépitantes dans toutes les directions et à perte de vue. Elles retombèrent peu à peu en une pluie de lumière incroyablement lente et harmonieuse. Disperse. Nemo posa ses deux mains au sol, autour de Tapter qui reposait déjà, la tête posée à plat. Il ferma les yeux et sentit chaque étincelle, chaque mouvement, chaque bruissement. Il engagea tout ce qu'il était, tout ce qu'était Axine aussi, dans une onde bienveillante et gigantesque qu'il sentit entrer en résonance avec tout ce qu'elle traversait, à des kilomètres à la ronde. Vie. Tout doucement et sans bruit, comme reflue la douleur, le sol se verdit. Des centaines de milliers de minuscules bourgeons perçaient la terre lentement, comme s'ils attendaient patiemment leur tour. Les plus vivaces accélérèrent pour devenir de jeunes arbres souples. D'autres s'allièrent pour former des buissons touffus. Beaucoup se contentèrent de pousser en brins d'herbe ou en petites plantes désordonnées. La majorité se contenta de rester bourgeons pour le moment, et certains, rares mais nettement visibles, poussèrent jusqu'à s'ouvrir, révélant une palette de couleurs douces et audacieuses. Des fleurs rouges, bleues, jaunes, mais aussi oranges, blanches, violettes. Des hautes, des larges, des gracieuses, des généreuses, certaines en groupe, d'autres seules, au pied d'un buisson ou à l'ombre d'un tronc. Les troncs, encore debout, eurent un regain de vitalité. Leurs branches s'allongèrent, certaines se couvrirent de feuilles nouvelles, de fleurs, voire de fruits. Le temps était doux, une fin de journée printanière. La neige avait fondu. Ils avaient repris le chantier de la dernière irrigation avec l'aide précieuse des figure-gens qui, décidément, retrouvaient peu à peu des gestes moins saccadés, des peaux moins grises, des regards moins vides. Koda avait consenti à démanteler le château, mais avait été inflexible quant à l'idée de conserver une petite tour de glace, à laquelle il demanda poliment d'être éternel. Juste à côté, le bulbe avait retrouvé une vitalité inédite, en témoignaient les panaches de fumée rosée qui en émanaient un petit peu partout. Ils avaient fait la fête une nouvelle fois, humains, scorpiraux et figure-gens sur les berges du lac de Belle-Étoile, où le jardinier avait dressé des tables innombrables. Puis tous étaient rentrés chez eux, les scorpiraux au feu de camp, les figure-gens au village. Et ils étaient restés 4, sans compter les outils. La vie s'épanouit sans bruit, en accéléré. Les 4 se cherchèrent du regard, sourirent, éclatèrent de rire ensemble. La forêt venait de renaître.